Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo que j'ai annoncée plus d'une fois. Nous y sommes. Alors le thème d'aujourd'hui, il est tout à fait d'actualité parce qu'il n'y a pas longtemps on parlait du code noir et quand on parle d'antiracisme en France, effectivement pour les courants progressistes, les mouvements progressistes, comme par exemple la France insoumise, quand on parle d'antiracisme, on évoque bien évidemment l'islamophobie. Et là, effectivement, il y a, comment dirais-je, une ambiguïté, non pas dans les intentions de la France insoumise, mais dans la terminologie, mais on ne fait de toute façon, dans la pratique d'une langue, on ne fait qu'hériter d'une terminologie. Il est très compliqué de travailler sur la terminologie, de la transformer, de réintroduire des mots nouveaux, c'est-à-dire de créer des néologismes, au risque que le public ne s'y retrouve pas du tout et que les gens ne comprennent pas exactement de quoi on parle. C'est pour ça que les choses sont très complexes, hein. Quand on parle d'antiracisme, on parle par exemple d'antisémitisme, c'est très compliqué. Mais en même temps, tout le monde sait de quoi il s'agit. L'antisémitisme, par exemple, c'est la xénophobie contre les personnes d'origine juive ou de confession juive ou dont on suppose qu'elles appartiendraient à la communauté juive. Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'antisémitisme. Et alors, certains vont dire oui, mais les Arabes sont aussi des sémites. Oui, oui. Mais, simplement, les termes qui sont utilisés pour décrire une réalité sont toujours des termes, de toute façon, qui sont choisis arbitrairement. Et ensuite, tout le monde s'y retrouve. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas toujours de justification scientifique de l'emploi de tel ou tel terme. C'est toujours une décision, en fait. Ça vient d'une décision ou d'une pratique, effectivement, ou alors d'événements historiques qui ont fait en sorte que... Donc pour le mot sémite, je pense que c'est l'intellectuel allemand Wilhelm Marr qui avait, comment dirais-je, introduit cette notion de sémite. Et ensuite, tout le monde l'a repris. Et quelquefois, les néologismes, au début, il s'agit de néologismes, et puis avec la pratique, qui est ensuite partagée par tous, un mot se répand et il devient le terme idoine, le terme tout à fait adapté pour décrire une situation. Alors, en l'occurrence, on parle du racisme. Il y a aussi en France l'islamophobie. On parle d'islamophobie. Et puis là, vous allez me dire aussi, si on décrit le racisme, un racisme spécifique, si on parle d'islamophobie, il se trouve que l'islam, c'est une religion. Ben oui, mais il s'agit de données qui sont proprement humaines et c'est la réalité sociale qui l'emporte sur une description psychologique, parce que de toute façon, on serait bien en peine de décrire les races, puisque scientifiquement, les races n'existent pas. Mais les racisés sont quelque part les Africains ou les descendants d'Africains, parce que pour eux, on parle effectivement de race, c'est-à-dire, et même le terme pour décrire le racisme contre les Noirs, que de plus en plus de personnes utilisent, en France en tout cas, c'est la négrophobie. Et donc on se tire un peu une balle dans le pied, parce que le terme nègre, c'est un terme qui est péjoratif, et donc dans le mouvement antiraciste, pour décrire alors là je parle plus de la France insoumise, les jeunes cadres de la France insoumise par exemple, ils préfèrent le terme racisé qui englobe aussi bien le racisme contre les musulmans, le racisme contre les noirs ou personnes identifiées comme telles, contre les Africains, c'est-à-dire les Antillais et les Antillais. Et, et puis le terme racisé décrit aussi quelque part les gens considérés comme asiatiques et comme différents des blancs en fait. Euh, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Alors s'agissant des noirs, en fait le terme
il est utilisé par tout le monde et ce serait bien de savoir quand tout cela a commencé. Quand est-ce que toute cette affaire a commencé? Parce qu'il y a un continent qui est très particulier et qui est d'ailleurs le berceau de l'humanité, à savoir l'Afrique, et il n'y a pas de Noirs en Afrique. Alors c'est un peu de la provocation, hein, évidemment, quand je dis ça. Il n'y a pas de Noirs en Afrique. C'est-à-dire que quand on va passer quelque temps en Afrique, ou même quelques années, on se rend compte que les gens s'identifient par la langue qu'ils parlent. Or, il se trouve qu'il y a plusieurs langues, il y a plusieurs communautés. Ce sont des communautés qui ont une existence historique, bien sûr. Donc la langue, les coutumes, les traditions comptent beaucoup. Et les gens s'identifient par rapport à la population linguistique et par rapport aux ancêtres communs qu'ils partagent. Quand les gens se lèvent le matin en Afrique, ils se disent pas bah, nous les Noirs, en tant que Noirs, qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Bah non. En fait, ce sont les non-africains qui ont qualifié les Africains de Noirs. Mais est-ce que ça existait de tout temps? Et est-ce que l'aspect, la question l'aspect péjoratif de cette appellation, est-ce qu'il a toujours existé? Ce serait bien de le savoir. Par exemple, quand on parle de l'antiracisme, on se définit comme anti. Donc ça voudrait dire qu'on est contre une réalité que nous souhaiterions transformer pour obtenir plus de justice et plus d'égalité. C'est bien. Mais ça voudrait dire que la thèse, c'est le racisme, et l'antithèse, c'est l'antiracisme. Et la synthèse, bah, c'est la fin du racisme. Et c'est une société sans discrimination. C'est ça, en fait. Mais à partir du moment où on apprend que le racisme n'a pas toujours existé, effectivement, ça change un peu la donne. Et donc, l'antiracisme, bien évidemment, a toute sa place, mais il est encore plus légitime. Parce que si le racisme est l'antithèse, et si une société sans discrimination fondée sur la couleur de la peau ou sur d'autres caractéristiques physiques, ethniques, c'est quelque chose de presque pathologique en fait. C'est quelque chose qui vient après une réalité qui l'a précédée et qui serait une réalité naturelle. Alors pas forcément une société parfaite, mais une société où il y a peut-être aussi des privilèges, hein, bien sûr, mais qui ne sont pas fondés sur la couleur de la peau, qui ne sont pas fondés... prenons un exemple tout simple. Durant, comment dirais-je, la période de la Grèce antique, l'esclavage existait, puisque Aristote en parle beaucoup. Il parlait beaucoup de l'esclavage. Il parle de l'esclavage parce que c'est largement pratiqué dans les sociétés helléniques de l'Antiquité. Mais l'esclavage n'est pas fondé sur la discrimination raciale, c'est-à-dire sur la couleur de la peau. Donc, ça veut dire que la notion péjorative de noir, la noirité, est quelque chose de moderne, et ce serait bien de savoir quand cela a pu être introduit dans l'histoire de l'humanité. Et bien justement, c'est le but de cette vidéo d'aujourd'hui. Je vous demande quelques instants. Voilà. Alors, je vous rappelle que la vidéo d'aujourd'hui, alors je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais le titre c'est Être ou ne pas être noir. Voilà. Alors, en France, l'inauguration d'une façon de décrire les communautés humaines en fonction de codes couleurs figés et arbitraires est intervenue en 1684 avec un article de François Bernier dans le journal des savants. Donc depuis, effectivement, nous n'en sommes toujours pas sortis, et parfois même nous sommes tombés amoureux de ces concepts aliénants, ce concept de noir.
Alors, même si une sorte de color blindness ou le fait d'être aveuglé et de ne plus voir les couleurs, bon, bah, ça part d'un bon sentiment. Donc, même si le fait de ne plus voir les couleurs peut aussi être une sorte de déni hein, par rapport aux discriminations structurelles, et effectivement, il y a un auteur ou une autrice plutôt américaine j'ai oublié comment elle s'appelle, Robin DiAngelo, qui a écrit le livre euh, La fragilité blanche. Voilà, qui a été traduit en français il y a quelques années, c'est super, et qui s'intitule la fragilité blanche. Alors, Robin DiAngelo est une américaine d'origine italienne. Il y a une forte communauté d'ailleurs d'origine italienne aux États-Unis. Et un jour, c'est une femme plutôt progressiste. Hein, je pense qu'elle vote démocrate. C'est une intellectuelle. Je crois même que c'est une universitaire. Pardon. Et un jour, alors qu'elle déménageait et qu'elle allait s'installer dans un quartier où il y a beaucoup d'Afro-Américains, d'Africains-Américains, et c'était le cas d'ailleurs de l'immeuble dans lequel elle allait emménager. Et bah, il y a une tradition aux États-Unis, je crois, qui consiste à accueillir de façon très chaleureuse et très formelle, pardon, les nouveaux voisins. Et donc, à cette occasion, un voisin africain-américain lui dit, il la briefe carrément, il lui dit, en fait, je tiens à t'informer que ce serait bien aussi que tu fasses attention parce qu'on ne sait jamais, on peut, on peut faire des gaffes, surtout quand on est dans un environnement majoritairement africain-américain. Et elle lui dit, mais non, moi je suis une personne progressiste, j'ai toujours voté démocrate, et moi je ne vois pas la couleur, je vois pas, je vois que des êtres humains. Et puis elle s'est défendue, mais de façon, alors pas forcément agressive, mais avec une passion, et une passion qui était complètement, en fait, c'était too much en fait. Et puis après elle a réfléchi, et euh, elle s'est dit, mais bon, elle avait peut-être déjà écrit d'autres livres, c'était quelqu'un d'inspiré, et peut-être, alors je ne sais plus quelle est sa discipline, hein, si elle est sociologue ou, ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit sociologue. En tout cas, elle s'est dit, il y a matière à écrire un livre. Elle s'est rendue compte qu'il existait un phénomène qui s'appelle la fragilité blanche. C'est quoi la fragilité blanche? C'est-à-dire que alors, effectivement, les gens qui sont de vrais militants antiracistes, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils ont cette fragilité blanche. On ne peut pas le dire. Mais il est clair que certains d'entre nous, par exemple certains Africains et beaucoup d'Afro-descendants, sont confrontés continuellement à la question du racisme lorsqu'ils vivent dans un pays occidental. Donc, mais certains ont aussi choisi le déni pour parler de ces questions de couleur ou de ces questions de discrimination ou de maladresse qui ne sont pas forcément de la malveillance mais qui font en sorte que ces maladresses continuelles peuvent nous pourrir la vie. Hein. Et donc, mais surtout de la part des personnes identifiées comme blanches, il y a aussi le fait de ne pas aborder ces questions et d'être aveugle à la couleur. Mais malheureusement, des fois, on est aveugle à la couleur, mais du coup, on est aussi aveugle aux discriminations. Donc, et quand on essaye de faire en sorte que cet univers puisse être porté à la connaissance de tout le monde, alors il y a un auteur qui s'appelle W.E.B. Dubois, W.E.B. Dubois, ou Dubois, on peut prononcer à la française, c'est un nom français, mais il s'agit d'un sociologue africain-américain très connu qui a écrit Les âmes du peuple noir. Et donc, Dubois parle du voile. Il dit que ce qu'il appelle le voile, en fait, c'est la réalité que vivent les Noirs dans des pays qui sont majoritairement blancs,
Et tout ce que vivent les Noirs au jour le jour, même leur passé, même leur histoire, sur ce territoire où ils sont, n'est pas connu par les autres communautés, et surtout pas par les Blancs. Et donc leur présence est niée, leur présence massive, parce que bon, des fois il y a des interactions entre individus, mais leur présence est niée, leur histoire sur les lieux est niée, les difficultés qu'ils rencontrent sont niées, et, Dubois appelle ça le voile, c'est-à-dire quand vous êtes à l'intérieur du voile, les gens ne vous voient pas en fait. Et si justement la notion de noirité, cette notion de noir, justement, c'était pas quelque chose qui signifiait une sorte de sorcellerie langagière, où, en disant que les gens sont noirs, ben c'est-à-dire qu'on ne les voit pas, parce que c'est l'obscurité. Donc, donc ce sont... Et c'est pas pour rien qu'un auteur africain-américain avait écrit un livre qui s'appelait... je me souviens plus du titre complet, mais il y avait, dans le titre, il y avait l'homme invisible. C'est-à-dire que dans une société qui est discriminante, où le fait, par exemple, d'être blanc, et même la construction de la blancheur, on pourrait en parler un autre jour, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, elle est en grande partie artificielle, bien sûr, la notion de blancheur. Parce que dans les communautés dites blanches, il y a des sous-communautés, ou des communautés qui comptent beaucoup, c'est-à-dire les communautés linguistiques, les communautés nationales. Donc c'est comme si, en fait, aux États-Unis, pour s'unifier, les Européens américains avaient utilisé ces notions de noir ou d'Indien pour se définir, et finalement il n'y a plus, du coup, il n'y a plus d'Irlandais, il n'y a plus d'Anglais, sachant que on est tous blancs, donc il y a une solidarité de facto, mais qui est une solidarité, je dirais, par défaut, qui est une solidarité qui est construite contre les autochtones, qu'ils soient Cris, Sioux ou Apaches, et contre les Africains mis en esclavage ou discriminés avec la ségrégation raciale. Donc, mais c'est une unité, je dirais, par défaut. Parce que fonder l'unité sur le fait d'être contre quelqu'un, c'est compliqué, et ça peut mener à des formes de schizophrénie ou de violence, comme on a pu le voir avec le Ku Klux Klan dans le sud des États-Unis. Alors, on commence à y voir plus clair, parce que la notion de noir au sens moderne, elle est beaucoup liée à la discrimination. Et on verra à la fin de cette vidéo que on peut trouver un correspondant dans une certaine partie du monde, une situation qui peut s'apparenter à celle du peuple noir en Occident ou dans les diasporas. Je suis obligé de faire une petite opération, parce que, enfin pas opération, mais intervention sur mon ordinateur, parce que les notes que j'ai prises, en fait, au bout d'un moment, l'ordinateur se met en mode veille, et je suis obligé de remettre le mot de passe, parce qu'autrement, j'ai plus accès à mes notes. Donc c'est pour ça que vous me voyez bidouiller à chaque fois. Alors, où est-ce qu'on en était Ah oui, je parlais de... Alors j'ai fait une longue digression, je vais essayer d'aller directement à l'essentiel, parce qu'autrement on ne va pas y arriver. Euh, alors comme je disais tout à l'heure, il y a une sorte de color blindness qui peuvent venir d'un bon sentiment, mais comme je disais, si on décide de plus voir les couleurs, bah, du coup on ne peut plus parler des discriminations, puisque il n'y a plus de couleurs, on est tous pareils, mais c'est une forme de déni, bien sûr, hein. Évidemment, le problème, c'est pas le fait qu'on ait des couleurs différentes. La problématique, le problème, c'est le ressenti qu'on a par rapport à ces différences, et le fait qu'on va théoriser autour de ça une identité fondée sur la peur de disparaître. Et c'est ça qui donne, par exemple, le fantasme en France, exploité politiquement, du grand remplacement. Voilà. Et donc, alors que faut-il faire ? Eh bien, pour y voir plus clair, il nous faut retrouver la généalogie des divisions politiques fondées sur la couleur supposée de la peau des gens. Dans l'interview
de l'auteur d'origine congolaise, ou d'origine Congo plutôt, Amuna Ngonimba, réalisé sur 3A Télésud par Mathieu Mbarga, il y a plus de 10 ans, le journaliste questionnait l'auteur Amuna Ngonimba sur son livre Les Noirs au cœur d'une institution millénaire eurasiatique. Et qu'est-ce qu'on pouvait apprendre dans cette interview? D'ailleurs, ça se trouve dans le livre de Amuna Ngonimba, Les Noirs au cœur d'une institution millénaire eurasiatique. Il utilise pour son argumentation, en fait, quelle est son argumentation? Pour lui, la notion de noir est totalement artificielle et elle est datée. Alors, elle est datée, je ne sais pas s'il donne toujours des dates, en tout cas, moi j'en ai donné une, hein, j'en ai trouvé une, c'est celle de 1684 avec François Bernier, et qui, pour parler des différentes communautés humaines du monde, utilise des codes couleurs. Ça se faisait pas avant. Par exemple, avant, en Europe, on appelait les Noirs les Maures. Alors, il y avait peut-être des personnes légèrement plus claires que les Africains noirs, qu'on appelait aussi Maures, c'est-à-dire des personnes ayant, par exemple, mon type physique ou un type méditerranéen ou de métis au 3e degré ou 4e degré, et des afro-asiatiques, mais en tout cas les personnes à la peau sombre, pour les différencier sur le plan de leur origine géographique et quelquefois même de leur religion, en Europe, on les appelait Maures. Donc, et c'est pas pour rien que le Moor de Venise, dans la pièce de Shakespeare, Othello, il est souvent joué au théâtre ou au cinéma par un acteur noir, comme Lawrence Fishburne dans l'adaptation de la pièce de Shakespeare par Kenneth Branagh. Donc, c'est pas pour rien. Hein, et donc, alors la source qui est utilisée par Amuna Ngonimba justement pour nous faire comprendre que cette notion de noir est artificielle et qu'au départ c'est plus une réalité sociale qu'une réalité entre guillemets raciale, c'est le chant de Rig ou Rigsula dans l'Edda poétique, écrit en vieil islandais entre le Xe et le XIIIe siècle de notre ère. Le dieu Rigr ou Rig, c'est en fait le dieu Heimdall déguisé, a eu 3 fils avec 3 femmes humaines. Jarl, qui est l'ancêtre des nobles, Karl, qui est l'ancêtre des chevaliers, et Trael, l'ancêtre des serfs, c'est-à-dire des serviteurs. La couleur symbolique associée à Jarl est le blanc, celle symbolisant Karl, donc l'ancêtre des chevaliers, est le rouge. Je rappelle que Jarl, c'est la royauté. Karl, donc sa couleur, c'est le rouge, et la couleur évoquant Trael, le serviteur, c'est le noir. Mais ce sont des couleurs symboliques. Toutes ces personnes sont des eurasiatiques, c'est-à-dire des personnes à la peau claire. Puisqu'il s'agit, par exemple, de la société islandaise. Alors, nous sommes dans une société eurasiatique et ces couleurs sont des codes culturels pour évoquer les 3 castes et non pour définir des pseudo-races. On retrouve, selon Amuna Ngonimba, cette division tripartite dans toutes les sociétés eurasiatiques, sémitiques, avec Sem, Japhet et Cam dans la Bible, en Inde, après les invasions aryennes, chez les Arabes et dans la Chine de l'ethnie Han, l'ethnie majoritaire dans ce pays. N'oublions pas la France féodale, avec les nobles, le clergé et le tiers-état. Ça marche toujours par 3. Hein. Il faut retenir ça, ça marche toujours par 3. Et c'est à partir du moment où on a mis majoritairement les Africains en esclavage, notamment dans les mondes européens et arabo-musulmans, que le qualificatif de noir s'est appliqué essentiellement aux Africains, c'est-à-dire des Mandingues, des Bakongo, des Yoruba, des populations emmenées au-delà des mers ou parfois à travers le Sahara et mises en esclavage. Donc le noir servait au départ à désigner la caste inférieure en Eurasie, et non un peuple étranger, et non un peuple à la couleur de peau différente. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment phénoménal de voir comment l'ingénierie sociale façonne nos âmes.
pour Amuna Ngolimba, choisir de s'appeler noir aujourd'hui, c'est avaliser une certaine ingénierie sociale. Est-ce à dire qu'il faut se désolidariser par rapport à l'identité noire? Non, on n'est pas obligé d'aller aussi loin. En fait, à la lecture du livre de Ngolimba, rien n'autorise l'adoption d'une position aussi extrême, c'est-à-dire le fait de ne plus être du tout solidaire des autres noirs qui sont victimes de discrimination, de maltraitance. L'auteur de l'essai Les Noirs au cœur d'une institution millénaire eurasiatique revient à plusieurs reprises sur l'admiration qu'il porte à des penseurs comme Aimé Césaire et Cheikh Anta Diop, des penseurs qui ont utilisé le mot noir et même le mot nègre de façon très fréquente. Simplement, Amuna Ngolimba nous invite à renouer avec la nature complexe de notre identité en embrassant le monde conformément à la tradition africaine des différents peuples du continent ayant vu apparaître pour la première fois l'humanité, c'est-à-dire le continent, le berceau de l'humanité, c'est-à-dire l'Afrique. Et en adoptant un autre point de vue, on peut aussi afficher et vivre d'authentique solidarité en ne prenant pas notre corde de souffrance pour nous. Donc ça, en fait, c'est une réflexion que je me suis faite, parce qu'à force d'utiliser un mot, le mot noir, qui correspond à une caste, et qui est la caste exploitée, à force de se identifier par rapport à ce mot, c'est comme si on fondait sur son identité sur la discrimination, la maltraitance, la marginalisation, et comme si notre histoire commençait en fait avec cette marginalisation. En tout cas, telle qu'on se perçoit en Occident. Et même en Afrique, on peut voir même que dans certains pays d'Afrique, il peut y avoir des formes de maltraitance simplement parce qu'on a intériorisé aussi le fait qu'on est noir, donc on est noir, on est en dessous du Sahara, on a moins de droits que les autres, on n'a pas d'histoire, et donc il n'y a pas de précautions à prendre avec ces gens-là. Il faut qu'on se maltraite les uns les autres parce qu'on ne mérite pas d'être traité avec beaucoup d'égards comme d'autres populations du monde. Donc même en Afrique, on peut avoir intégré aussi cette notion, cette noirité en fait. Donc à l'inverse, ce qui arrive aussi quelquefois, quand il y a une prise de conscience culturelle, historique, c'est de passer du statut entre guillemets. Non, je vais essayer de ne pas utiliser un terme trop choquant. En tout cas, c'est d'arrêter de fonder son identité sur la discrimination, sur la souffrance, et puis finalement dire on a tout inventé. Alors c'est un peu facile. Pourquoi c'est facile? Parce qu'effectivement, vu que l'humanité est née en Afrique, les Africains ont eu le temps de faire tout un tas d'inventions sur leur continent, et ensuite en situation de diaspora, tout simplement parce que c'est le continent qui a vu l'humanité apparaître. Donc effectivement, ils ont eu beaucoup de temps. Alors effectivement, beaucoup de gens ne sont pas au courant de toutes les inventions faites par les Africains, les Afro-descendants, mais ça c'est à cause de ce qu'on appelle le Maafa, c'est-à-dire en Kiswahili ça veut dire ruine, désolation, c'est-à-dire que le racisme contre les Africains n'est pas simplement de la maltraitance policière, des guerres pour coloniser le pays, mais c'est aussi une falsification de l'histoire, des destructions culturelles, et finalement on s'en prend à l'estime que ces populations ont d'elles-mêmes, et effectivement il y a tout un processus d'abrutissement pour que l'humanité en général ne connaisse pas la contribution des Africains, et pour continuer à exploiter ce continent qui regorge de richesses incommensurables, c'est-à-dire le manganèse, les diamants, le pétrole, et j'en passe. Et donc à partir du moment où ce sentiment d'infériorité va être, comment dirais-je, diffusé auprès des populations, eh bien il y aura forcément des comportements de complicité dans le pillage ou de maltraitance des populations concernées par leurs propres dirigeants. Et donc, lorsque les gens découvrent la véritable histoire de l'Afrique, ils peuvent se dire, finalement, je ne suis pas maudit, je suis béni. Et moi seul suis béni.
Et on retombe dans l'obsession chromatique, l'obsession de la couleur, et toujours cette dialectique supériorité-infériorité. Et heureusement, il y a quand même des voix qui sont des voix médianes et qui ne sont pas forcément des voix qui sont basées sur une forme de veulerie, de manque de conscience de soi, mais simplement le plaisir d'exister, la volonté de réussir et la volonté aussi de protéger les populations. Donc on n'est pas obligé de passer d'un extrême à un autre, bien évidemment. Mais ça se rencontre très souvent chez des peuples qui ont été persécutés. Quand ils reprennent à un moment de leur histoire un peu du poil de la bête, il y a toujours une forme d'idéalisation de soi qui peut sembler naïf, mais qui peut dégénérer parfois de façon très spectaculaire et très sinistre. Ah, toujours cet ordinateur voilà, qui se met en mode veille. Alors, l'obsession chromatique, voilà, c'est ce que l'obsession des couleurs, c'est la politique du tout ou rien. Je suis soit maudit, soit béni. Je ne peux pas tout simplement être une personne humaine. Le but aussi, c'est d'être une personne humaine. Alors, on voit bien que, par exemple, en France, chez ceux qui croient se situer à l'autre spectre de l'expérience chromatique, donc je parle de l'extrême droite et de la droite aussi qui n'est pas insensible aux sirènes de l'extrême droite, il n'y aurait pas de bonheur possible sans instituer un malheur institutionnel chez les hordes de gueux qu'il faut sans cesse contenir. Donc c'est cette obsession du grand remplacement. Et pour que je sois heureux, il faut que ces gens-là soient repoussés, repoussés, soient expulsés ou martyrisés, moqués, discriminés, autrement je ne serais pas heureux. Donc on prend jamais conscience en fait du problème psychologique, voire psychiatrique qui est posé par, par, le, par le racisme chez toutes les populations, pas seulement les populations qui le vivent en tant que victimes, mais les populations aussi qui sont conviées à faire en sorte que le racisme continue et les populations faussement privilégiées, parce que les smicards en France qui votent pour le Rassemblement national, ils sont smicards, ou les chômeurs, je veux dire, ils ne sont pas privilégiés, et donc ils ont l'illusion de l'être avec ce racisme institutionnel véhiculé par les cadres de leur parti. Ils ont l'impression d'être privilégiés, mais en fait, ce racisme, il est fait aussi pour que les différentes parties des couches populaires ne s'unissent pas pour en fait faire cesser cette injustice de la mauvaise redistribution des richesses. Donc le racisme est une arme politique contre différentes populations et pas seulement contre les populations dites de couleur. Ainsi, avec cette obsession chromatique, cette obsession de la couleur, il n'y a plus d'expérience personnelle apaisée, faite d'aléas et de moments inédits. C'est pourtant le propre de notre nature humaine. C'est cela qu'il nous faut retrouver aujourd'hui. Alors, il y a quelques mois, j'avais fait référence... non, il n'y a pas quelques mois. Il y a quelques instants, parce qu'en fait, ce que je suis en train de vous livrer là, c'est comment dirais-je, j'ai fait une variante quand même, ce sont 2 articles que j'avais écrits sur Facebook, et là je voulais vous faire partager ce savoir sous forme orale, parce que c'est beaucoup plus vivant. Et en plus le sujet n'est pas facile, donc je suis en train de m'inspirer des 2 articles que j'avais écrits il y a quelques mois sur Facebook avec ce titre « Être ou ne pas être noir ». Donc, et je l'avais fait en 2 parties, donc c'est pour ça que je suis en train de dire... je faisais référence il y a quelques semaines, non, c'était il y a quelques instants, puisque là nous sommes déjà sur la 2e partie. Je faisais référence il y a quelques instants à l'ouvrage d'Amuna Ngonimba, donc Les Noirs
au cœur d'une institution millénaire eurasiatique. Et le mot noir dans les langues eurasiatiques correspond au code couleur de l'esclavage, du servage et de l'exclusion. Je le répète encore. Nous ne sommes devenus noirs, alors nous les Africains ou les Afrodescendants, nous ne sommes devenus noirs en Occident et en Orient qu'après la révolte des Mamelouks en Égypte islamisée. Alors qui étaient les Mamelouks? Les Mamelouks, c'était des populations européennes, donc de type européen, originaires de l'Est de l'Europe et qui avaient été mises en esclavage par les Arabes, en Égypte, par les Arabes égyptiens. Et donc, ce qui s'est passé, ce système d'esclavage a duré pendant plusieurs siècles. Hein. Et puis un jour, les Mamelouks se sont organisés et ils se sont rebellés et ils ont carrément pris le pouvoir en Égypte. Donc on s'est retrouvé avec des dynasties Mamelouks, des gens qui étaient des anciens esclaves blancs. Et ça a tellement traumatisé le monde à ce moment-là que dans cette zone géographique, en tout cas, au bout d'un moment, l'esclavage des blancs a cessé. Parce que c'est cette rébellion des Mamelouks et le fait qu'ils prennent le pouvoir en Égypte avait traumatisé le monde. Il faut savoir que quand Napoléon a lancé sa campagne d'Égypte, il s'est troupé justement face aux Mamelouks qu'il a dû combattre. Hein. Donc, les Mamelouks, alors auparavant, avant cette période-là, en Europe, nous étions, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est bien de se répéter parce qu'on oublie vite, nous étions qualifiés de Maures. Voilà. Certes, on se souvient de l'acteur caucasien Orson Welles se grimer en homme noir pour les besoins de la cause dans l'adaptation cinématographique d'Othello, où il jouait le premier rôle, donc le rôle d'Othello. Il y eut aussi le célèbre Ira Aldridge, le grand comédien afro-américain du 19e siècle, qui a beaucoup exercé son métier d'acteur en Europe. Et il a eu l'occasion justement de jouer ce rôle d'Othello. Et donc... alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le mot noir est devenu le nouveau nom générique de notre communauté en situation de diaspora. Quand on parle des Maliens, des Gabonais, des Congolais qui vivent en France, ou même des Antillais, on dit les Noirs. On dit les Noirs. C'est ainsi qu'on parle de musique noire et que même la France, réputée pour sa politique assimilationniste radicale, a sur son sol un conseil représentatif des associations noires. La notion de communauté noire nous vient essentiellement d'Amérique. Les différentes communautés africaines avec la politique esclavagiste d'assimilation culturelle ont perdu leur langue d'origine en Amérique. Les différents peuples africains se sont mélangés sur les plantations de Virginie ou d'Alabama. Il y a eu aussi quelques brassages ethniques avec les Blancs du fait de la sinistre tradition de viol systématique sur les femmes esclaves africaines. Mais en vertu de la One Drop Rule, la fameuse goutte de sang noire, toute personne ayant du sang noir est considérée aux États-Unis comme noire. Les Noirs, du fait de la ségrégation et du développement d'une culture originale et d'une solidarité dans la lutte pour plus de droits et de dignité, sont devenus une catégorie sociale et culturelle aux États-Unis. On ne dira pas forcément que c'est le racisme qui crée les Noirs comme catégorie sociale ou groupe socio-culturel, car malgré les restrictions et assimilations, les Noirs américains, c'est-à-dire les Africains américains, ont gardé une sorte d'âme authentiquement africaine, avec l'amour et la célébration de la vie. Rhythm is life, le rythme c'est la vie, dit dans sa chanson le chanteur et compositeur africain anglais Keziah Jones, d'origine nigériane et yoruba. Mais revenons aux États-Unis. Quand on écoute le pianiste de jazz afro-américain Thelonious Monk, on a l'impression que sa musique est constituée de mathématiques appliquées. Les Africains américains sont plus connus par le public occidental et par les Africains occidentalisés pour leur musique et pour l'action d'un leader des droits civiques comme Martin Luther King. Mais si on peut faire une musique savante comme le jazz, on peut aussi forcément exceller en mathématiques et en médecine. Si on prend l'exemple de l'afro-américaine Patricia Barth, inventrice du laser pour le traitement de la cataracte, c'est un cas parmi tant d'autres
du côté inventif de ces Africains qui ont été déportés. Je recommande vivement d'ailleurs le livre Inventeurs et savants noirs d'Yves Antoine, qui a été plusieurs fois réédité, qui a connu plusieurs rééditions, notamment par les éditions L'Harmattan. Et puis, s'agissant de la noirité, on se souvient de la fameuse phrase de James Brown, I'm black and I'm proud of it. Je suis noir et j'en suis fier. Ainsi, ce sont les Noirs américains qui nous rendent fiers d'être noirs. Mais c'est très conjoncturel, car revenu en Afrique, notre noirceur passe tout simplement inaperçue. Dans les familles africaines sans métissage récent connu, on trouve différentes teintes de peau chez les enfants d'une même mère et d'un même père. Il y a le teint presque noir, noir charbon, comme dirait Cher Anta Diop. On a aussi le teint foncé couleur acajou. Il y a beaucoup de déclinaisons. Notons aussi que le gène de l'albinisme, qui est un gène assez ancien, eh bien on le trouve en Afrique. Et ça augmente la palette des couleurs et des teints des Africains noirs. Alors, avec toutes ces différences, pourquoi sommes-nous noirs ? Un peuple ou une confédération de peuples peut hériter d'un nom générique au cours de l'histoire, un nom qui lui est donné par des étrangers. Prenons l'exemple des Ralois du Gabon. Le nom originel de ce peuple est Edongo. Mais pour les autres Ngwemienè, les autres personnes, les autres communautés qui parlent le mienè, cette langue qui est l'une des langues parlées au Gabon, eh bien, pour les autres nations Ngwemienè, ils avaient remarqué que les Edongo étaient vraiment très fiers, presque imbus d'eux-mêmes. Et on a fini par dire à l'Edongo, Raloiré, change donc. Et maintenant, on appelle les Edongo Ralois, et beaucoup ont oublié le nom originel. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Donc les Africains ne se sont jamais dans leur histoire ancienne. Ça, c'est la question que vous allez me poser. J'en suis sûr. Donc les Africains ne se sont jamais dans leur histoire ancienne appelés noirs. Et de vous tenter de me dire. Alors c'est vrai que les Égyptiens de l'Antiquité s'appelaient eux-mêmes les Rémétou, qu'on traduit parfois par les humains par excellence. Mais, d'après l'auteur et chercheur en égyptologie, René-Louis Parfait-Étilé, c'est au contact des peuples de la mer qu'ils se seraient appelés Kémites pour se différencier des ennemis qui voulaient les envahir. Le mot Kem, en ancien égyptien, est associé aussi à Osiris, qui est qualifié de Khemour, le grand noir. Mais comme le disait le grand historien Yosef Ben Jochanan, grand historien d'origine éthiopienne, les Égyptiens de l'Antiquité avaient au niveau de leur apparence toute la palette des couleurs des Africains d'aujourd'hui. Alors pourquoi se dire noir aujourd'hui, en 2026 ? Disons que cela peut être un point de ralliement, comme le fait de se dire Dalit en Inde. Les Dalits sont les intouchables exploités qui luttent pour leurs droits. Dalit, je crois que ça veut dire les exploités. Donc la conscience noire est donc la conscience de l'oppression. C'est aussi la conscience du lien qui nous unit à l'Afrique. Le livre d'Amuna Ngolimba nous permet donc de relativiser et de ne pas verser dans un absolutisme chromatique, c'est-à-dire une passion pour la couleur supposée des Africains. Puisque le noir de la palette des couleurs du peintre est un noir vraiment très intense, et les Africains sont bruns, sont marrons, sont parfois d'une couleur très sombre ou plus claire, mais ils atteignent rarement l'intensité du noir de la palette de couleurs du peintre. Donc ça veut dire que cette notion de noir, c'est une notion en grande partie artificielle qui correspond au fameux code couleur de François Bernier, institué en 1684 pour différencier les différents habitants de la planète. Alors, une fois cette réserve exprimée, j'ai envie de dire, soyons fiers d'être noirs et défendons nos droits humains dans le monde, partout dans le monde et singulièrement en Afrique. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne un rendez-vous à très bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres sujets. Bonne journée à vous.